Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus sur Horn Success, conférence dédiée à l'agroalimentaire, les produits ornés dans votre caddie, que ce soit à boire ou à manger. On va faire le tour rapidement pour présenter chacun, présenter vos structures, présenter vos métiers et votre entreprise, tout simplement. Alors, on commence avec François Lemierre, éleveur de la Charentonne. Je vous cite tous, et puis après, vous allez pouvoir vous présenter de manière un peu plus précise, parce que moi, je n'ai que vos badges pour l'instant, et les éléments qu'on a pu recevoir. Alors, Audrey Canel, également des éleveurs de la Charentonne. Didier Joubert, la compagnie des fromages, et également Richemont. Michael Semry, les traiteurs de la Touque. Sandrine Desmolles, pareil, traiteur de la Touque. Et puis nous avons Nathalie Plessis, dont je ne vois pas le badge, mais la cidrerie du Perche. On va recommencer par vous, justement, Nathalie. La cidrerie du Perche, vous avez démarré ça très très jeune ou c'est un second métier? C'est un second métier, on s'est installé en novembre 90. Donc ça ne date pas d'hier non plus, ça fait bientôt 23 ans. Mais on avait eu un parcours auparavant professionnel radicalement différent. Cidrerie du Perche, évidemment production de cidre biologique, si j'ai bonne mémoire. On est en agriculture biologique, nos vergers sont convertis, enfin ont terminé leur conversion depuis novembre 2011. Donc on a effectivement une gamme maintenant complètement de produits bio. Des ventes directement sur l'exploitation et aussi des ventes en France et à l'étranger. On a effectivement un site qui nous permet d'accueillir le public sur place pour faire à peu près 40% du chiffre d'affaires global en vente directe. Et on a une clientèle de professionnels, c'est-à-dire restaurants, crêperies, supermarchés autour de chez nous et dans la zone de Paris, Sud-Ouest, avec lesquels on travaille depuis quelques années. Donc, et puis on va à l'export depuis un bon 2 ans, 2 ans et demi je dirais, avec des retombées assez intéressantes. C'est beaucoup de travail, mais ça commence à apporter ses fruits. Alors on verra comment fonctionne l'export. Est-ce que Internet justement vous a aidé à exporter ou est-ce que c'est le biologique qui fait que ça marche? On va en parler un petit peu après. Les traiteurs de la Touque, Sandrine et Michael, racontez-nous un petit peu quel est votre métier et quelle est votre entreprise. Traiteur de la Touque est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la fabrication de salades traiteurs. On appartient à un groupement industriel et on est fournisseur pour la GMS et la RHF. Alors il faut détailler un petit peu ce qu'est la GMS et la RHF. Pour les grandes et moyennes surfaces et pour la restauration au foyer. Est-ce qu'on a des noms de produits peut-être qui parleraient? Alors on fabrique les basiques sont à piémontaise au jambon, céleri rémoulade, carottes râpées, tablée. Il est quasiment midi, en différents grammages. Très bien. Un mot à rajouter? Pas pour l'instant, après on verra sur les métiers. Didier Joubert, la compagnie des fromages, également Richemont. Alors là, on voit de quel produit on parle. C'est produit dans l'Orne. Oui, c'est produit dans l'Orne à Passy, à côté d'Alençon. Donc on est un site historique du bassin alençonnais, où on a un bassin, sur le bassin emploi, on est quand même assez majeur, parce qu'on a 250 emplois directs. On fait vivre à peu près 500 producteurs de lait sur le bassin, donc c'est l'un des plus pour le bassin d'Alençon. La compagnie des fromages est à Richemont, parce qu'en fait on fait partie d'un groupe. Donc on est une jeune venture, 50% Sodial, 50% Roumain. Donc on a 9 sites de production et on est un des sites majeurs de cette entreprise. Donc sur l'entreprise c'est 1500 emplois, 120 000 tonnes de fromage par an. Et sur Alençon on fait 20 000 tonnes de fromage, dont pour les 2 tiers à la marque Lustig. Alors c'est délicat de citer toutes les marques, mais par contre voilà, dans l'entrée il y a un espace industriel agroalimentaire avec quelques marques justement où il y a des marques qui font leur pub. Alors, on voit des spots de pub qui passent cinéma, télé, etc. Et puis il y a des caddies de produits ornés. Voilà, c'est intéressant d'aller jeter un coup d'œil parce qu'on ne doute pas forcément que tous ces produits-là sont faits dans l'Orne. Juste en termes de fromage, est-ce qu'on est que sur du camembert ou est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses sur Passy, on fait que de la pâte molle, donc 2 tiers camembert, un petit tiers de coulommiers et un petit peu de brikilo qu'on ne vend qu'à l'export. Et donc sur Passy, on fabrique pour plus de moitié pour l'export. D'accord.
Audrey, François, les éleveurs de la Charentonne. Donc les éleveurs de la Charentonne, c'est une structure qui est basée à Gacé. La particularité, c'est que nous intégrons une filière un peu dans sa globalité, puisque en amont, nous avons 120 éleveurs, bovins, ovins, et nous transformons et commercialisons nos produits directement aux consommateurs au travers de notre propre réseau de magasins. Donc, sur le département, nous avons 5 magasins. Cela représente 60% de notre activité à peu près, 40% autres sont à destination de la GMS aussi, plutôt petit format, magasin de proximité, et la restauration collectivité. Voilà. Nous sommes une jeune entreprise, comparativement aux noms cités précédemment en nous, puisque nous avons démarré notre développement à partir de 2005. Voilà. Alors, sur l'Orne, pourquoi ce choix pour vos différentes entreprises de l'Orne? Est-ce que c'est un choix parce qu'il y a une agriculture à la proximité qui était performante? Est-ce que c'est le cadre de vie? Est-ce que c'est les bassins d'emploi qui font que vous avez choisi de vous installer dans l'Orne? Ou peut-être que vous viviez déjà en l'Orne et vous avez choisi de rester là? On va commencer par vous, on va faire le tour dans l'autre sens. Alors nous, bien évidemment... Peut-être changer de micro, j'ai l'impression que le micro n'est pas très très fort. Merci. Alors nous, bien évidemment, par rapport à notre activité, l'Est du département a un tissu d'élevage très important. Nous touchons également Calvados et le département de l'Eure, donc une zone d'élevage, donc matière première disponible. Le deuxième point important, c'est le réseau qui s'est installé autour de Gacé, c'est le réseau autoroutier principalement, et la proximité d'un abattoir déjà existant. Donc il est évident qu'en termes de filière, on avait regroupé à peu près tous les éléments indispensables. Puis le dernier volet, je pense aussi la qualité de main-d'œuvre. Le département ornais fait partie des départements où on fait bon vivre et où, je dirais, on a encore des gens tout à fait ouverts à ce genre d'activité. Voilà. Quand le projet est né, vous étiez ornais déjà ou est-ce que vous êtes des ornais d'adoption parce que le bassin est intéressant? C'était tout proche, sur la mer de l'Eure, mais bon, on est quand même dans la main. D'accord, voilà, très bien. Compagnie des fromages et Richemont, alors le site existe depuis de très nombreuses années. Le site est historique sur la Normandie. En fait, c'est la Normandie. La Normandie est la première région de production de lait en France, la Normandie et Bretagne. Donc c'est la proximité de la production de lait qui fait que le site est pérenne. Donc dans la restructuration de la filière, la Normandie reste quelque chose qui attire parce qu'il y a du lait sur la région. Alors, une question qui fâche, on sait que la main-d'œuvre en France est relativement chère. Pourquoi être resté dans l'Orne et pourquoi être resté en France? Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à aller produire les fromages ailleurs ou est-ce que justement il y a une qualité de main-d'œuvre et une question de transport qui fait qu'on est bien ici dans l'Orne? C'est un ensemble. Le type de fromage que l'on fait est franco-français. Ça, c'est vraiment une spécialité française. On a la chance de pouvoir l'exporter. Ensuite, le lait est français. Bien qu'aujourd'hui l'Allemagne produise plus de lait que la France, il faut quand même le savoir, et avec d'autres orientations de transformation. Et après, il y a la spécialité de nos produits, il y a notre savoir-faire aussi, qui est vraiment sur la pâte poêle, c'est vraiment spécifique. Donc voilà pourquoi on est en France. Est-ce que pour les images des marques aussi, il n'y a pas un vrai intérêt à produire dans l'Orne, ou en tout cas à produire en Normandie ou en France? Et puis aussi au niveau économique, c'est des circuits plutôt relativement courts. J'imagine que le lait qui arrive dans la fromagerie vient plutôt du secteur, en tout cas Normandie et pas d'ailleurs. L'approvisionnement laitier se fait dans un rayon de 30 km. Donc des réductions de coûts en termes de transport. En termes de transport pour la matière première. Ensuite, quand on dit qu'on exporte partout dans le monde. Donc là, le circuit peut être long, mais bon, c'est pas pénalisant. Ensuite, il y a l'image de marque de la Normandie qui est porteur sur le camembert, notamment. Bien qu'on ait le droit de fabriquer du camembert n'importe où dans le monde. Mais on imagine bien qu'un camembert fabriqué en Chine, par exemple, au niveau du consommateur, c'est moins sexy. C'est moins sexy, effectivement. Les traiteurs de la Touque, pourquoi être dans l'Orne? Pourquoi rester dans l'Orne? Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Alors, traiteur de la Touque, en fait, c'est historique, c'est installé. Le groupement a repris une salaison qui était donc artisanale et située à Gacé. Ensuite, avec l'évolution de ce groupement, en fait, on a changé d'activité et l'enjeu était de maintenir les emplois sur la région avec en plus l'atout de l'axe autoroutier qui s'est développé. Donc on a pu maintenir le site
malgré tout un changement d'activité et un nouveau site aussi industriel sur Gacé. Et c'est effectivement, on a une qualité de main-d'œuvre intéressante sur la région, puisqu'on a des gens qui sont motivés et travailleurs. Ces axes autoroutiers, c'est la deuxième fois que j'en entends parler pour cette conférence, c'est des éléments importants pour pouvoir... C'est primordial au niveau logistique pour atteindre... nous, on a 18 clients principaux qui sont étalés sur toute la France. Le fait d'avoir cet axe autoroutier nous permet de les livrer justement en ce qu'on appelle le jour pour le lendemain, en apporter facilement. La cidrerie du Perche, est-ce qu'elle aurait pu se trouver ailleurs que dans le Perche? Pour les pommes et le cidre, c'est quand même en Normandie, notamment dans l'Orne. Nous, ce qui a fait qu'on a créé la cidrerie à l'Hermitière dans le Perche en 90, c'était surtout un retour aux sources, une volonté de s'installer avec un cadre de vie de qualité, d'élever la petite famille plutôt dans la verdure qu'en ville. Et pourquoi l'Hermitière? Parce que c'était un retour aux sources familiales pour mon mari, puisque ses grands-parents maternels, paternels habitaient l'Hermitière, il avait passé toutes ses vacances à l'Hermitière, donc il y avait un événement familial qui a déclenché cet engouement pour revenir même sur l'exploitation, tout en étant en location, une exploitation sur laquelle on était la troisième génération ici à l'habiter. Alors, il y a eu un changement dans votre cas, et pour vous et pour votre mari, de carrière, puisque vous aviez un autre métier avant de devenir gérant de cette cidrerie. On peut aujourd'hui, et je pense que de plus en plus, avoir plusieurs vies professionnelles dans sa vie professionnelle. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est important de se le dire aussi, parce que quand on choisit un métier, qu'on est troisième au lycée, qu'on choisit des études et un métier, ce ne sera pas forcément le métier de toute sa vie, ce ne sera pas forcément l'entreprise de toute sa vie. Bah, je pense que de moins en moins. D'où l'intérêt pour les jeunes d'être curieux et puis de s'engager, je pense, dans un premier temps vers un métier qui les passionne, même si c'est difficile. Si la passion n'est pas là, l'intérêt va tomber et il va vite s'ennuyer. Enfin, c'est un petit peu mon avis. Bon, nous, c'est ce que l'on a fait pour disons, quitter un emploi où on avait la sécurité de l'emploi, surtout pour Dominique qui était fonctionnaire, parce qu'il était électrotechnicien au CNRS et il travaillait au Ganil-Lacan, donc il pouvait très bien rester au Ganil et bénéficier d'au moins 7 à 8 semaines de vacances chaque année. Donc ça fait partie des très très lointains souvenirs maintenant. Je vois beaucoup qui rigolent. Les vacances pour les chefs d'entreprise, a fortiori dans l'industrie agroalimentaire ou dans l'élevage ou dans l'agriculture en général, c'est pas forcément quelque chose de gagné tout de suite. Voilà, donc ça fait partie vraiment des choix. Et puis pour moi, c'est également un changement où moi j'ai continué, puisque quand on crée une entreprise, qui plus est, on plante en DRG en attendant que les pommes donnent, il faut quand même pouvoir mettre un petit peu des épinards dans l'assiette, avec la petite famille qui arrive, donc parce qu'on a quand même 3 enfants aujourd'hui. Donc j'ai continué à travailler dans l'industrie tout en passant les week-ends sur l'exploitation dès que j'avais du temps libre, pendant au moins 6 ans. Et puis j'ai quitté le monde de l'industrie pour finalement rejoindre complètement l'exploitation il y a 16 ans, de façon à la développer et la pérenniser. Donc ça nous a permis de quitter l'exploitation d'origine, qui était un corps de ferme traditionnel du Perche, avec beaucoup de charme, surtout l'été, quand il ne pleut pas trop. Mais pour y travailler, c'était pas d'un grand confort. Et on a fait construire un bâtiment HQE complètement contemporain pour le coup. Alors HQE, haute qualité environnementale. Voilà, donc on a mené une démarche avec l'ADEME pour commencer, et puis le CAE de l'Orne qui était le représentant de l'ADEME pour nous accompagner sur cette démarche de construction avec un volet environnement important. Et on a finalement travaillé, on a remis un cahier des charges à l'architecte que l'on a remis à Sicaorn, qui a donc fait tout le travail d'architecture, de dessin et d'architecture sur notre bâtiment. Et aujourd'hui, donc, pour nous, ça a été, on l'a inauguré en juillet 2010, ça fait à peine 3 ans,
Et pour nous, ça a été un redémarrage d'entreprise dans l'optique de se dire, bon, maintenant, pendant qu'on avait passé 20 ans à développer, à créer une entreprise et la développer, on est arrivé à un seuil où on avait des problèmes de stockage, des problèmes disons, d'organisation du travail. Et il fallait rationaliser tout ça, mais tout ça sous le même bâtiment, sous la même toiture. Et puis ajouter du confort de travail, parce que mes collègues, on ne va pas en rajeunissant. Et il fallait pouvoir faire les tâches avec beaucoup moins de mobilité et pouvoir aussi déléguer des tâches sans problème. Et puis finalement, transmettre un outil correct. Donc on pense à la génération des enfants qui sont à même de reprendre l'entreprise. La 4e génération des Plessis, peut-être, qui reprendrait... En fait, nous, on a créé la cidrerie, donc ce serait la 2e génération éventuellement à reprendre l'entreprise. Très bien. Être chef d'entreprise, créer son entreprise aujourd'hui dans le secteur agroalimentaire, est-ce que c'est facile, d'une part? Est-ce qu'on n'a pas un peu peur quand on se lance? Et puis, est-ce que voilà, il y a du recrutement également dans ce secteur? Alors, pour ma part, je ne suis pas du tout créatrice d'entreprise, je suis directrice salariée. Donc, je n'ai pas cette expérience de création. C'est difficile. Je vais plutôt passer la parole à un vrai créateur. Alors François et Audrey. Merci Sandrine. Oui, la création, avant tout, il faut avoir la foi, tout simplement. Des peurs, il y en a énormément, des craintes, il y a aussi des joies et de belles surprises par moments. Donc il faut que la somme de tout ça soit positive. Et heureusement, il y en a. La grande difficulté d'un créateur, mais comme un chef d'entreprise, je pense, c'est la solitude. Donc, le plus important, c'est de savoir s'entourer assez rapidement, de lier des contacts avec des gens de notre métier, mais aussi des gens autres qui vous permettent de vous rassurer quand il y a besoin, de vous conseiller. Et c'est vrai que pour ma part, le département de l'Orne était d'un très bon conseil, le conseil général particulièrement, mais en développement, ces structures qui gravitent autour vous permettent de continuer votre chemin tout simplement. Voilà, pas beaucoup de choses à dire de plus, il faut croire en son projet tout simplement et c'est une belle aventure. Je me tourne vers l'industriel, entre guillemets, plutôt, même si voilà, on n'est pas en train de fabriquer des pneus, on est d'accord. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'employés. Voilà, je pense que vous êtes la plus grosse structure. Est-ce que vous recrutez facilement? Est-ce que vous recherchez des gens? Et puis, les types de métiers dans l'agroalimentaire? Effectivement, on recrute, on commence à renouveler les lignes, en fait. Donc on a, dans les 10 ans qui viennent, on a le tiers de notre effectif qui va partir en retraite. Donc on commence à préparer le remplacement. Donc actuellement, on recrute via les contrats d'apprentissage. Donc au mois de septembre, j'ai besoin de 4 nouveaux apprentis. Dans les métiers de la production, donc les ouvriers de production, ou plutôt les bacs-pro, donc il faut recruter des jeunes qui sortiraient de seconde. Dans les métiers de la maintenance, donc ça, on a toujours des contrats d'apprentissage. Les techniciens de maintenance, on a beaucoup de mal à trouver des techniciens de maintenance. Donc tous les ans, on recrute au moins un apprenti pour pouvoir maintenir notre équipage. Et puis sur les métiers d'encadrement, on recrute au stade d'ingénieur. Cette année, on va recruter plutôt sur le métier produit process. Actuellement, j'ai dans l'équipe deux jeunes qui sont plutôt sur les métiers de qualité, sécurité, environnement. Et après, ça dépend des besoins que l'on a pour le renouvellement de l'équipe d'encadrement. Donc, monsieur avait raison, on a besoin de s'entourer et d'avoir une équipe de cadre qui est à niveau, parce que sinon, ça ne tient pas. Donc, la jeunesse, ça nous permet aussi de maintenir le niveau de l'équipe. Sur la maintenance, j'ai l'impression que c'est une difficulté d'arriver à recruter des gens qui se dirigent vers un bac pro ou vers un BTS a priori. Oui, sur le métier de maintenance, on cherche plutôt des niveaux bac plus 2 parce que sinon ils ont du mal à avoir le niveau pour appréhender le niveau d'automatisme que l'on atteint dans nos usines. Donc automatisme, robot, on commence à avoir des choses assez évoluées. Et après, dans les métiers de la maintenance, c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à trouver des gens qui soient capables d'intégrer une équipe. Je pense que dans le savoir-être, on a du mal à trouver aussi des gens qui sont capables de rentrer dans les équipes. C'est des gens qui préfèrent bosser tout seuls? C'est des gens qui ont du mal à travailler en équipe, qui ont du mal à partager,
Et en plus, nous, on a la contrainte d'être industriel, de travailler 365 jours, d'avoir entre 8. Donc il y a aussi ce besoin. C'est vrai que c'est pas toujours simple de trouver des gens qui ont le bon savoir-être. Ils peuvent avoir le métier, mais ils ont du mal à s'intégrer dans les équipes. Pour séduire des jeunes qui voudraient pourquoi pas se lancer dans la maintenance, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qu'est la maintenance? A priori, quelqu'un qui est technicien de maintenance dans votre usine ne touche pas des fromages. Non, a priori, il ne touche pas les fromages, mais par contre, il doit être quand même très sensible aux problématiques d'hygiène, de sécurité, d'environnement. Et ça, c'est des choses qu'ils n'apprennent pas forcément à l'école, et c'est pour ça qu'on passe par l'apprentissage, qu'il faut qu'ils apprennent ces contraintes-là et qu'ils connaissent notre métier. Après, bon, ils ont le métier de maintenance, comme dans n'importe quelle industrie, savoir connaître les problèmes d'électricité, d'automatisme, voire de robotique aujourd'hui. Dans notre métier agroalimentaire, il y a aussi la partie climatisation qui est aussi importante, tout ce qui est régulation de climatisation de tous nos équipements. C'est aussi des spécialisations qui sont assez intéressantes. On est quand même sur des métiers techniques. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par, on va dire, l'informatique. Alors là, on n'est pas dans le cadre de l'informatique, hein, on est sur l'électronique, on vous en a parlé, sur l'électricité, mais c'est des métiers qui sont effectivement techniques. A priori, ça intéresse les jeunes, et pourtant, on voit bien qu'il y a une difficulté à trouver, alors à la fois les gens formés, et puis peut-être surtout, on vous le disiez, des gens qui apprécient ce travail en équipe et qui savent travailler. Sur le recrutement également de la maintenance, un petit mot peut-être? Ou sur ces métiers Oui, le problème est identique chez nous. Hein. On a beaucoup de mal à trouver des gens pour l'équipe en technicien de maintenance. Ce qui est difficile aussi dans notre métier, c'est qu'on travaille un produit frais. Il faut qu'il soit conditionné dans la journée et donc forcément les pannes ne sont pas forcément prévues et donc les heures ne sont pas forcément régulières. Donc c'est ça aussi le problème. Les contraintes d'hygiène sont importantes, le suréquipement, etc. peut décourager certaines personnes aussi qui sont dirigées vers la maintenance. Et aujourd'hui, les formations de maintenance ne remplissent pas les formations, les sessions ne sont pas du tout complètes. C'est un problème qui est, je dirais, qui date déjà, mais qui va ne faire que s'accentuer et qui va devenir vraiment problématique pour nos entreprises. Parce qu'on ne peut pas produire sa maintenance, même si on travaille de plus en plus sur de la maintenance préventive plutôt que corrective, ce qui est plus intéressant d'ailleurs, mais on a absolument besoin de ce service-là. Et on a de grandes difficultés. Un jeune technicien de maintenance qui, alors, en apprentissage, peut-être un peu délicat, mais qui rentre une fois diplômé, qui travaille chez vous avec un bac plus 2, quel est le salaire, quels sont les horaires, voilà, est-ce que c'est un emploi qui est sympa, qui est agréable, qui est bien payé, ou est-ce qu'effectivement c'est pas aussi une des causes peut-être de cette difficulté de recrutement et comment du coup séduire effectivement des jeunes par rapport à ça? Alors le salaire par exemple, un jeune qui arrive en BTS, alors en salaire minimum c'est plus facile, vous avez une idée ou une question un peu piège, difficile? Ça dépend du niveau, on a plusieurs niveaux, mais en base on est plutôt sur du 1900 1800 brut en niveau 1. Et après, il y a une possibilité de progression dans le temps du fait de la montée en compétence aussi de la personne. Parce que quand la personne arrive sortie de BTS, on a au moins 1 an de formation pratiquement. On l'a laissée en dépannage seule sur les lignes. Elle met 1 an à acquérir une autonomie satisfaisante. C'est un emploi salarié, donc qui est plutôt sûr. 35 heures? Alors 35 heures, mais enfin, de nombreuses entreprises agroalimentaires, on est annualisé, avec en plus une saisonnalité, ce qui veut dire qu'on peut faire jusqu'à 10 heures par jour. Mais c'est récupérable. C'est récupérable. Est-ce qu'il y a des primes éventuellement sur ce genre de métier ou c'est pas quelque chose de très courant sur ce genre d'astreinte? Nous, on a des primes d'astreinte. Voilà. Puisqu'on a des installations qui sont à surveiller pendant le week-end, donc on a des primes d'astreinte. Mais après, voilà, on a une grosse entreprise, nous on a un moins, toutes les entreprises en fonction. Ça reste quand même un métier très intéressant parce qu'il est très évolutif. Étant donné que notre technologie évolue, enfin nos outils industriels évoluent rapidement, il est intéressant de par ce fait, puisque le métier évolue. Nous, on vient de faire rentrer un robot, voilà, on n'en avait pas. À ce jour, on n'avait que du portique un
un intérêt, parce que le métier, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres métiers, parce qu'on en parle beaucoup là maintenant, parce qu'il y a un vrai problème de recrutement et que ça peut vraiment intéresser des jeunes qui cherchent. Est-ce qu'il y a d'autres métiers types dans vos différentes entreprises dont on n'a pas parlé, qui pourraient être intéressants d'évoquer? Nous, on a la conduite de ligne, donc c'est des postes de production, mais qui maintenant s'adressent à des bacs pro, par exemple, parce que les lignes se complexifient aussi, et en conduite demandent des compétences supplémentaires aussi. Donc, voilà, nos besoins sont aussi sur ces postes. Une constante, par contre, a priori, de l'industrie agroalimentaire, allez-y, le micro, c'est effectivement cette notion d'hygiène très importante, de qualité des produits. Donc là, il n'y a pas le droit à l'erreur sur ce genre de choses-là, donc c'est une contrainte supplémentaire. Il peut y avoir un intérêt aussi de travailler avec cette exigence-là, finalement. Nous, on est une petite équipe de 4, donc on est tous polyvalents, il faut savoir tout faire. En revanche, on ne peut pas embaucher des techniciens maintenance ou ce genre de profil dans notre équipe, mais on accueille des stagiaires. On accueille des stagiaires, notamment ce que nous avons fait ces 2 dernières années, sont des stagiaires en école de commerce internationale, en master, export, spiritueux, par exemple, et qui doivent absolument faire un stage de 5 ou 6 mois en entreprise pour finaliser leur cursus. Et pour monter notre démarche à l'export, c'est ce que j'ai fait avec 2 jeunes qui se sont succédés sur une période de 11 mois. Et là, on a fait un très très bon travail de constitution de fichiers, de veille, de mise en place de démarches à l'export avec des zones ciblées. Voilà, donc nous, à notre dimension, en TPE, c'est ce que l'on peut proposer. On a eu également la nécessité d'accueillir une stagiaire en assurance qualité pour mettre en place une méthode HACCP, puisqu'on est rentré dans une démarche Gourmandie, qui est une démarche régionale au niveau de la Normandie. Donc malgré que l'on soit tout petit, sur des périodes données, relativement courtes, de quelques mois, on a aussi ces besoins de compétences des jeunes qui nous apportent beaucoup parce qu'ils ont déjà un regard extérieur et ils boostent nos équipes. Alors justement, on parle un petit peu d'export, on parle de label également. Est-ce que l'Orne se vend bien en dehors du département et à l'étranger? Voilà, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un atout d'avoir des produits qui viennent de l'Orne ou de Normandie? De Normandie, oui. L'Orne n'est pas très connu au niveau international, il ne faut pas se voiler la face, mais des produits de Normandie, l'exportation a priori surtout sur les produits alimentaires. On a d'une façon générale une image des produits français alimentaires de qualité, haut de gamme, par la qualité des produits mais aussi par le sérieux. La Normandie, comme la Provence avec la lavande, sont 2 zones de France qui sont bien connues à l'export. Donc ça aide. Quand je dois aller à l'export, où j'y vais toute seule, et dans ce cas-là, je fais appel à des jeunes stagiaires pour constituer, pour mener une démarche, préparer le travail de la prospection, où j'y vais de façon collective avec le comité régional agroalimentaire de Normandie, avec l'aide de la région Basse-Normandie. Et là, on arrive effectivement en force à une petite dizaine d'entreprises bien souvent. Et on trouve beaucoup plus facilement des interlocuteurs. On est accueilli par les bureaux, souvent les bureaux UbiFrance, qui préparent le travail sur place. Et on arrive à rencontrer des prospects forcément qui sont allés chez nous chercher. Ils ont préparé les rendez-vous d'affaires. Et là, c'est très efficace. C'est pas gagné à tous les coups, mais c'est très efficace. Les traiteurs de la Touque, vous ne vendez pas que dans l'Orne? Non, on vend sur toute la France. Généralement, quand on est référencé par un distributeur, c'est au niveau national. Est-ce qu'il y a une plus-value? Est-ce que les produits viennent de l'Orne, sont fabriqués dans l'Orne, ou de l'Orne ou de la Normandie, encore une fois, ou est-ce que pour vous, en tout cas, ça ne change pas forcément grand-chose? Aujourd'hui, il n'y a pas de plus-value parce que déjà, il n'y a pas de communication sur le produit. Le consommateur ne le sait pas. Par contre, je pense qu'il va y avoir une évolution de la communication au niveau du groupe aussi, qui va sûrement valoriser cette origine française, pas normande mais française. Les fromages, c'est
c'est marqué sur tous, de Normandie. C'est marqué fabriqué en Normandie. Bien sûr. Donc on le revendique. Et c'est une cuvée. Évidemment. Les éleveurs de la Charentonne, pour conclure, pareil, est-ce que c'est une plus-value pour vous cette... Nous, on a la chance de pouvoir tester au niveau de la région par notre réseau de distribution. Nous avons quelques magasins hors Normandie et je le dis fréquemment à nos élus. On a une très très belle image qu'on sait très mal vendre parce que vraiment le consommateur final est vraiment très très à l'écoute de l'origine. L'origine Normandie est vraiment un label de qualité, comme le dit madame. C'est indéniable. Je pense qu'on a encore énormément de choses à faire valoir et optimiser parce que cette communication, on devrait la parfaire et elle sera bénéfique pour l'ensemble de nos entreprises. Merci beaucoup à tous. Je trouve de parler de nourriture comme ça, de fromage, etc. Ça nous a donné à tous un peu faim. Donc on va pouvoir, je crois, il y a quelques mots et puis on va pouvoir aller manger. Merci beaucoup. Merci.